Salut, c'est Alexis. Alors, dans cet épisode du podcast de contournement, on fait un focus sur Glide, un outil no-code qu'on adore. Alors l'épisode est assez long, donc je vais faire l'intro assez courte. Mais en gros, Glide, ça vous permet de faire des applis mobiles en 5 minutes à partir d'un Google Sheets. Et pour en parler plus en détail, on a invité Stanislas Verjus, qui est le premier expert certifié en France. Comme c'est un outil qu'on aime beaucoup, on a discuté assez longuement, donc l'épisode est assez dense. Mais je peux vous assurer que vous connaissez Glide ou non, vous allez apprendre plein de choses. Salut Stanislas. Bonjour. Bienvenue dans le podcast de contournement. Donc on est dans nos nouveaux bureaux ici, qui sentent un peu la peinture, désolé. Très bien, ces nouveaux locaux. Mais voilà, au moins on est au calme, c'est cool. Et donc voilà, je suis content de te rencontrer parce que ça fait quelques temps qu'on s'est parlé au téléphone, qu'on a échangé un petit peu autour de tout ça. Tu es sur le Slack maintenant, tu seras au Hackathon No Code. Merci beaucoup de m'avoir invité et proposé ce podcast. Écoute, avec plaisir. Alors avec toi, on va s'intéresser à Glide. Donc on va s'intéresser à toi, évidemment, à ton parcours, à ce que tu fais, et puis à un outil que tu maîtrises particuliément. Que j'essaye de maîtriser particulièrement, qui est assez complexe et dans lequel on découvre énormément de choses tous les jours. Effectivement. Et que j'essaye de connaître au mieux. Mais c'est ça qui est intéressant avec Glide, c'est que d'apparence, c'est un outil qui peut paraître très simple. Nous, c'est un outil qu'on adore. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis presque étonné que cet épisode vienne aussi tardivement, parce que nous, on parle tout le temps de Glide. Mais en fait, c'est parce qu'on attendait de te rencontrer. C'est pour ça que. Et effectivement, c'est un produit, un outil qui est en fait hyper complexe. On peut faire des choses incroyables. Ouais, c'est ça. On peut faire. En fait, il n'y a pas de limite dans Glide. Et les seules limites, c'est notre imagination et ce qu'on a envie de faire. En même temps, c'est un outil qui demande bien une journée de prise en main pour comprendre déjà juste la notion de la Google Sheet et en fait pour comprendre comment on fonctionne. Je peux faire un petit récap sur Glide sur ce que c'est. Alors avant de partir là-dedans, tu vas te présenter. Comme ça, on va faire les choses dans l'ordre. Et puis, mais effectivement, après, on va bien expliquer. Je m'appelle Stanislas Verjus. J'ai fait une formation de journalisme et en septembre 2019, j'ai lancé mon entreprise qui fait du conseil et de la formation. Et avant, j'étais spécialisé dans la vidéo mobile parce que j'ai un parcours de journaliste reporter d'images, donc pas du tout dans le no-code. Et après, les chemins mènent au no-code. C'est ça. Et après, c'est grâce à Damien Van Achter, qui est un journaliste, entrepreneur, qui fait plein de choses, qui m'a introduit à Glide. Et du coup, je suis rentré un peu dans l'univers du no-code grâce à lui. Et j'ai découvert tout cet outil, j'ai commencé à le prendre en main, à créer pas mal de choses, à essayer de tester ses limites. Et après, j'ai compris l'immensité du produit et toutes les choses assez incroyables qu'on peut faire, malgré quelques points négatifs. Et du coup, j'ai continué là-dessus et je suis devenu expert certifié chez eux en janvier, après une discussion avec le grand patron. Ouais. Et donc, tu es le premier en France. Je suis le premier en France, ouais. Donc ça, c'est assez cool. Et effectivement, moi, j'ai vu par exemple, l'application que tu as fait, tu pourras en parler un petit peu tout à l'heure, pour le festival c'est une conférence. Ouais, pour les rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale. Et ça, vraiment, t'as poussé le truc loin, quoi. Ça se voit que tu... Ouais, j'ai essayé de faire la chose le plus dans l'UX et dans la fait de l'utiliser, donc que l'utilisateur se retrouve vraiment, que ce soit simple de prise en main, en même temps de pouvoir avoir de la connexion entre les choses et de pouvoir retrouver dans les conférences qui parlent aux conférences, quand on clique sur des personnes qui parlent aux conférences, on retrouve leurs conférences. Du coup, toute une question de relation entre les personnes, entre les événements, pour que ce soit le plus fluide possible. Et surtout le plus utile parce qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément de connaissances sur les applications, qui ne savent pas forcément les utiliser. Et du coup, c'est de se dire, on va essayer de simplifier au mieux leur expérience utilisateur pour qu'ils puissent l'utiliser et que ce soit fluide en fait. En gros, avant de rentrer vraiment dans Glide, c'est quoi un peu tes activités aujourd'hui ? Aujourd'hui, je travaille je suis intervenant en vidéo mobile, donc je fais des formations et des workshops autour de la vidéo mobile. J'essaye d'intégrer un peu le no-code là-dedans, mais pour l'instant aujourd'hui, c'est vraiment ma spécificité, c'est vraiment la vidéo mobile, donc comment filmer avec un téléphone. Et je suis aussi coach sur des événements organisés par des écoles pour accompagner les étudiants en communication, stratégie et en storytelling. Et à côté de ça, j'ai mon entreprise Comover qui fait du conseil et je travaille sur le digital de galeries. Je représente 2 galeries, je m'occupe du digital de 2 galeries. Et après, je travaille pour des entreprises à droite et à gauche. Okay. Sur la question digitale, développement, communication. Et donc, par exemple, c'est pour ces galeries que tu fais des applis Glide. Ouais. J'en ai fait une pour une galerie, la galerie Fourtin à Paris. Okay. Et j'ai fait une grande galerie. Et en fait, c'était assez marrant parce que le fonctionnement est tout bête. Mais il y a
une liste de 350 produits que j'ai dû rentrer à la main dans un Google Sheet avec les dimensions, l'artiste, l'auteur, l'époque, etc. Que j'ai dû aller récupérer sur son site web parce que son site web est très ancien. Il n'y avait jamais mis les pieds et il l'avait jamais renouvelé. Et du coup, je suis arrivé sur le site et je me suis dit, ça va être assez simple de travail. Et en fait, j'ai dû aller récupérer page par page tous les produits, faire du copier-coller, etc. Parce que j'avais essayé de récupérer les infos par une automatisation, mais ça n'a pas marché parce que le site était trop vieux. Ok, dur. Ouais. Donc du coup, c'était un peu compliqué. On peut pas toujours tout automatiser, tout scraper. C'est pas grave, faut le faire à la fin. Mais son application marche assez bien. Il a, si on fait un focus là-dessus, pour une galerie d'art avec une clientèle souvent un peu âgée, on a 60 personnes par mois. Et sur le site, il y en a 45, donc on a plus de personnes sur l'application, dont des gens qui l'ont installé. Donc c'est plutôt une bonne réussite. Après, on viendra dans les points un peu dommages plus tard de Glide. D'accord, alors rentrons vraiment dans le vif du sujet maintenant. Explique-nous ce que c'est Glide, parce qu'on va tourner un petit peu autour. Glide, c'est... je le présente souvent comme ça, c'est le pari de développeurs qui se sont dit, aujourd'hui, il existe Google Sheet, donc un tableur Excel en ligne par Google, pour ceux qui ne connaissent pas le Google Spreadsheet. Et aujourd'hui, travailler dans ce Google Sheet et travailler dans ce tableur, c'est du code à part entière. Tout ce qu'on va écrire, toutes les formules, c'est du code. Et ils se sont dit, on va prendre ce tableau-là et les informations qu'il contient et on va en faire une WPA, donc une web application. Et c'est le pari qu'ils ont fait, c'est le pari qu'ils ont réussi. Et donc aujourd'hui, Glide te permet de faire des applications, des web applications que tu peux installer sur ton téléphone comme une web app, uniquement à partir d'un Google Sheet. Et tout leur pari qui est assez intéressant, c'est de se dire que toutes les images, toutes les vidéos, tout ça, c'est uniquement des liens. Ce qui fait que la page se charge très vite parce qu'ils ont uniquement à charger des lignes et non pas les fichiers qui sont en dur parce que les fichiers sont toujours hébergés sur un autre serveur. C'est pour ça qu'il y a une capacité aussi de chargement assez rapide. C'est vraiment intéressant. Ouais. Donc pour en dire un petit peu plus sur la boîte qui est derrière, donc c'est des Américains qui sont basés à San Francisco, si je dis pas de bêtises. Qui sont entrés dans une start-up, qui ont levé, si je dis pas de bêtises, mais qui ont levé entre... Ça fait un grand écart, mais je crois que c'est entre 2,4 et 3,5 millions quand ils se sont lancés, il y a même pas un an. Et qui sont périns, et ils sont 9, si je dis pas de bêtises derrière moi, mais je crois que c'est ça. Il y a une personne à Londres, et après ils sont 7 ou 8 à San Francisco, avec des devs et les patrons. Ça se voit que c'est une équipe assez technique, qui délivre beaucoup. Nous, on suit le projet depuis 8 mois à peu près, depuis vraiment... je pense qu'ils ont dû se lancer vers le début de l'année 2019, peut-être en fin 2018. Je crois que c'était janvier ou février 2019. Nous, on a découvert un peu avant l'été, et c'est un des outils pour nous qui représente le mieux le no-code. On en parlait un petit peu avant. Dans ce podcast, on a déjà parlé de plein d'outils, de Bubble, d'Adalo, de tous ces outils-là, qui sont hyper intéressants, qui sont vraiment des outils no-code, mais qui sont tous des abstractions, on va dire, du développement. Vraiment, ça propose c'est de la programmation visuelle, voilà, exactement. C'est du drag and drop, c'est des choses comme ça. Après, Glide, il a fait aussi la programmation visuelle. Enfin, entre guillemets, pas vraiment la compression visuelle, mais pour toutes les choses, il y a aussi les techniques d'ajouter tes composants et du coup de structurer ta page comme tu veux. Mais c'est très simple parce que c'est toujours les mêmes choses entre guillemets qui se retrouvent et tu as juste à les ajouter à la suite. Mais c'est vrai qu'après il y a la partie Google Sheet qui est intéressante. Mais c'est vraiment ce principe de base de dire ok, il y a une base de données, mais ça sera un Google Sheet, tout part de là. C'est organisé par onglet, c'est-à-dire que chaque onglet dans ton Google Sheet va devenir un onglet dans l'application. Ça, c'est avec la relation entre eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui leur phrase faire des sites en moins de 5 minutes, moi aujourd'hui j'ai besoin de... Ça dépend de la complexité, mais en 15 minutes, je fais pas mal d'applis pour mes étudiants, pour qu'ils puissent avoir tout le cours, leurs documents, etc. Et ça me prend 15 minutes à faire. En fait, dès que tu sais ce que tu veux mettre et comment ça marche, en fait, c'est très simple. C'est ça qui est hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand tu crées une nouvelle app avec Glide, donc tu tapes sur le bouton nouvelle app, tu choisis le Google Sheet, et lui, déjà, il va essayer de deviner un petit peu ce qu'il y a dans les colonnes. C'est ça que je trouve hyper puissant. Et donc, par défaut, déjà, ce qui est la première proposition qu'il te fait, entre guillemets, d'application, elle est pas trop mal. Elle est déjà pas trop mal, souvent. C'est ça. Alors, des fois, il peut se tromper aussi. Des fois, il comprend pas bien que dans une colonne, il y a une image. Mais globalement, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Et après, il y a aussi l'inverse de se dire qu'il suffit qu'il y ait un calcul qui soit mauvais ou une information qui soit mauvaise dans une colonne pour qu'il ne lise rien aussi. Et c'est ça le plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, tu as affaire vraiment à un ordinateur qui
qui ne réfléchit pas, qui est un ordinateur, qui n'est pas une IA, qui réfléchit pas et qui applique juste. Donc sur la question des catégories, des relations, etc., parfois tu tires les cheveux parce que tu comprends pas pourquoi ça marche pas, et en fait c'est juste parce qu'il y a un S, ou alors il n'y a pas de majuscule. Et donc du coup tu passes des heures à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, à tenter plein de trucs, et puis là tu te rends compte qu'il n'y a pas de majuscule, tu mets ta majuscule, et là tout marche. Ouais. Là tu te dis, Moi j'avais un exemple comme ça où il y avait un espace à la fin, parce que la personne elle avait copié-collé une catégorie, il y avait un espace à la fin, elle n'avait pas fait attention, et donc du coup elle pouvait pas faire le lien entre les pages. Ouais. Et en fait tu dis que voilà, c'est les limites aussi de l'ordinateur et l'IA, de ces programmes là, quoi. Ouais. C'est ça, quand tu disais, effectivement, c'est un peu de la programmation visuelle aussi, parce que c'est pareil que les développeurs. Un développeur, quand tu écris du code, tu oublies un point virgule, t'as rien qui marche, quoi, des fois. Donc, et tu peux t'arracher les cheveux parce que tu le vois pas. Parce que tu le comprends pas. Exactement. Mais bon, c'est ça qui est intéressant avec Glide, c'est que le premier travail, en fait, il se passe dans le spreadsheet, quoi. Ouais, exactement. Il faut qu'il y ait avoir une belle base de données bien structurée. Ça, c'est pas forcément évident. Non, et je dirais même en amont. Je dirais même que avant tout projet, il faut savoir comment ce que tu veux voir à l'image et réfléchir à comment est-ce que tu vas construire ton site. Et après, c'est un peu comme... moi, je fais un peu le parallèle avec la vidéo parce que je travaille beaucoup sur l'amont et sur comment écrire sa vidéo. Et en fait, c'est pareil. Moi, quand je veux faire un site sur Glide, je me pose et je dis, bon, ok, je prends une feuille. À quoi est-ce que mon site va ressembler? Qu'est-ce que je veux mettre dedans? Et là, je dis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Après, on peut le rajouter au fur et à mesure parce qu'on va avoir d'autres idées. Mais je sais que dans ma structure de départ, j'aurai une page home, une page catalogue, une page catégorie de catalogue pour pouvoir faire des relations. Enfin voilà, ces pages-là. Après, je sais comment à peu près, souvent j'ai un peu les mêmes réflexes de nommer mes colonnes dans mon spreadsheet avec image, title, description, métadonnées, etc. Après, je le remplis tout ça. Et après, c'est toujours la réflexion de mais ça c'est bien, ça c'est intéressant. Après, aller faire le lien, faire ses calculs, faire tout sa petite tambouille pour que ça aille bien. Et après, quand on lance Glide et qu'on importe le spreadsheet, et on se dit ouais mais en fait ça va pas, donc on retourne dans le spreadsheet, on refait les modifications, on essaye. C'est ça, des fois c'est difficile d'anticiper, effectivement. Tu dis c'est intéressant un peu les conseils que tu donnes, de commencer d'essayer de bien préparer, avoir la réflexion un petit peu, de se projeter comment l'appli à quoi elle va ressembler, donc de faire le spreadsheet en amont et de bien avoir un spreadsheet carré pour que l'appli marche bien. Et puis des fois tant qu'on l'a pas importé dans Glide, en fait on a du mal à se projeter, quoi. Mais après il y a quelque chose d'intéressant. Moi j'aime bien jouer avec les sites que j'ai, c'est que modifier un peu leur aspect visuel toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais rajouter quelque chose, supprimer quelque chose, changer une image, changer la forme, etc. Parce qu'il y a les libertés de Glide et que là aujourd'hui j'ai 5 sites sur Glide qui tournent en pro officiellement, et avec du passage, et à tous les changer visuellement, ça me prend 20 minutes dans le métro. Il faudrait que tu me donnes les liens d'ailleurs, comme ça je les mettrai dans les notes de l'émission, ça sera intéressant pour que les gens puissent voir et se rendre compte. Et non, franchement, ce que tu dis là est hyper intéressant parce que pour moi, c'est un des bénéfices du no-code en général, c'est cette capacité d'itération rapide. Mais j'y avais jamais vraiment pensé. Déjà avec Glide, c'est vrai que c'est de loin le plus efficace et le plus rapide. Et en fait, c'est vrai que ça permet de faire en sorte que ton application paraisse encore plus dynamique, entre guillemets. Et de changer l'expérience utilisateur à chaque fois. Exactement. Et de se dire, en fait, l'adapter et puis juste la changer pour que les gens ne se lassent pas, quoi. On attend encore les analytics précis sur Glide pour pouvoir au mieux ajuster ça. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, je réfléchissais même à des parcours en se disant, je fais un site web classique et en fait, je laisse uniquement 2 choix à la personne à chaque fois et la personne clique sur ces 2 choix. Et en fait, j'affine. Au fur et à mesure, je fais une trame pour qu'au final, j'essaye de cibler au mieux ce que la personne recherche en allant sur le site. Donc en mettant français et anglais, je suis un professionnel, je suis un particulier, qu'est-ce que je peux rechercher avec plusieurs choix, et en fait faire que du choix. Et pour qu'au final, on tombe sur une page qui soit vraiment ce qu'elle recherche. Ou alors une liste de choses, et du coup amener un côté un peu plus didactique et un peu plus marrant là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'il y a toutes les réflexions qu'on peut se faire sur comment est-ce qu'on va amener la personne, comment est-ce qu'on va réussir à que la personne aille dans le site, aille regarder les choses, etc., elle vit l'aspect visuel et ça, donc il y a énormément de travail. Et après, il y a un avantage avec Glide aussi que j'ai pu expérimenter sur mon site, c'est d'intégrer uniquement des photos en taille 9/16e en verticale. Et en fait, quand on les suit à la suite, on a l'impression c'est un one page. En fait, toutes les photos te suivent et comme on est toujours au format téléphone, ce sera toujours du bon format sur l'image. J'ai fait pareil, j'ai pu faire mon deck de startup sur Glide. Donc j'ai tout un site avec une vingtaine de slides et en fait, ce sont uniquement des slides verticales faites sur Canva. Et du coup, on retrouve tout le deck directement en vertical. Je trouve que c'est assez marrant. Ça m'intéresserait de voir ça. Et vraiment, pour bien préciser quand même sur Glide, donc ça permet de faire que des applis mobiles. Donc vraiment qui se présente sous la forme d'un site. Donc il y a une URL, il y a aussi un QR code. Et donc si on va sur cette URL avec son ordi en mode desktop,
et ben on a une page qui présente l'application, quoi. C'est ça, on voit le contexte du téléphone. Exactement. On a une page avec un téléphone, ce qui est un peu dérangeant parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça. Quand on va sur l'application de Plan Ordinateur, on a un petit téléphone. Aujourd'hui, qui est pas très joli, ça dépend des écrans, mais qui s'adapte pas très bien. Mais on a comme si on avait un petit iPhone et on peut se balader dans ce petit téléphone avec le nom de l'application à droite, une phrase et qui l'a faite, et avec un petit QR code si on veut pouvoir l'installer sur son téléphone. Et du coup, on peut se balader dans l'application depuis un petit téléphone sur la page. Ouais. Ce qui est intéressant. Voilà, après, c'est des usages ou pas, le prendre en main, est-ce qu'on aime ou pas. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est des partis pris qui sont très forts. Par exemple, on dit Glide, il faut un spreadsheet et ça te fait qu'une appli mobile. Donc, c'est des partis pris hyper forts. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux pas te perdre. Comme tu disais, tu peux faire du travail vraiment d'affiné, mais que dans un contexte très particulier. Tu es très cadré. Et c'est pour ça que ça va aussi vite, en fait. Bien sûr. Et mais après, tu peux aussi peut-être perdre les personnes qui sont pas habituées à ça. Moi, tu vois ce que si je reprends l'exemple. Tu veux dire d'utilisateurs, de créateurs ou de gens qui viennent? Non, de gens qui vont dessus. Ouais. Tu vois, moi, pour la galerie avec qui je bosse, qui est une galerie qui a une clientèle pas forcément très tech, ça a été compliqué de leur expliquer comment se balader dans l'application, de la prendre en main, etc. Parce que eux, ils ont l'habitude du site web classique, ils ont connu ça, donc ils ont l'habitude de se balader comme ça. Et quand on leur donne cette application, et quand ils y vont sur ordinateur et trouvent le petit téléphone, ils sont un peu, c'est un peu plus compliqué. Mais sur l'application mobile, c'est intéressant parce que du coup, aujourd'hui, après, il y a une réflexion aussi qu'on peut pousser, c'est est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui trop d'applications mobiles? Est-ce qu'on ne l'utilise pas toutes? Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt que toutes les boutiques ou tous les lieux dans Paris aient leur propre application? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir aussi. Et du coup, avec le fait d'en avoir 50 applications pour 50 choses différentes, etc., bon, c'est le débat. Mais il y a cette question de se dire qu'aujourd'hui, n'importe quel lieu, boutique, structure dans Paris peut avoir son application mobile en même pas une heure. Ouais, mais moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des choses en plus qui sont légères entre guillemets, parce que c'est que des sites web, c'est pas des choses qui sont sur les stores. Ça c'est peut-être pour les gens, pour préciser, parce qu'on parle d'application mobile, mais donc tu disais. Et c'est plus simple à installer du coup. Mais donc c'est plus simple à installer. T'as le QR code, ou alors tu tapes l'adresse, et puis il n'y a pas ce truc d'aller sur le store, etc. Parce que c'est vrai que on va pas tous installer via les stores, les sites de toutes les boutiques qu'on a, etc. Par contre, juste d'aller sur le site consulter rapidement, je trouve ça hyper léger et même comme démarche, tu vois. Ouais, ça marche bien. Après, il y a des choses aussi qu'il peut pas y avoir de paiement dans l'application avec le compte Apple ou le compte Google, donc c'est uniquement des paiements par Stripe. Donc il y a quelques petits trucs qui sont un peu, on pourra jamais proposer des abonnements à l'année, etc. Mais après, peut-être que ça tendra à évoluer. Mais sauf que je pense qu'ils iront jamais sur une application store, parce que leur force de frappe, c'est d'avoir ces web apps qui sont déployables instantanément. Ouais. Et ça aussi qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, Glide est gratuit. Il y a une version pro, mais qui est pour des features, pour avoir plus de colonnes, pour avoir leur propre URL, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, en 15 minutes, le site peut être en ligne et les gens peuvent commencer à y accéder, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup leur... Parce que j'aime bien, parce que comme on suit vraiment leur aventure, on voit aussi un peu leur process sur le pricing, etc. Et donc, par exemple, je me souviens au tout début, quand on est allé la première fois, il y avait donc 3 tiers de pricing. Gratuit, basique. $20 pour, comme tu disais, donc les fonctionnalités pro, lier son nom de domaine, etc. Et il y avait un truc à $200, enfin $199 pour déployer sur le store. Mais il y avait marqué, en fait, vous pouvez pas payer, c'est si ça vous intéresse, cliquez ici. Puis après, ils l'ont enlevé. Et ça apparaît juste quelque part en tout petit, genre si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire. C'était des grands débats sur le forum, tout le monde demandait ça et ils ont dit oui, mais nous c'est pas notre parti pris. Et surtout ça demande aujourd'hui de publier sur le store, ça demande un abonnement sur les stores, etc. De la faire valider. Et ça c'est intéressant, et même on leur avait tweeté ça et puis ils nous avaient répondu, et j'avais trouvé leur réponse assez juste en disant en fait les gens, il faut qu'ils réalisent que c'est beaucoup plus simple d'accéder à une application mobile via son navigateur, son téléphone, etc. Que d'aller sur le store, installer, etc. quoi. Ouais. Et puis il y a des trucs de business aussi qui sont intéressants, comme tu dis, quand tu passes par les stores, tu dois payer. Si tu veux payer avec le mode de paiement Apple, intégré, etc., tu dois donner 30%. Toi, en tant que receveur, 30% qui partent à Apple, quoi. Et après, il y a aussi la question des mises à jour. Aujourd'hui, moi, quand je modifie mon site, la mise à jour, elle est automatique, personne ne s'en rend compte. Au nombre de fois où les gens modifient leur site, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois télécharger une nouvelle mise à jour d'un nouveau package, d'une nouvelle chose. Puis comme tu dis, ça te permet, toi, comme tu sais que c'est facile à mettre à jour, tu le fais, et ton truc change tout le temps, les gens ils y vont, ils ont des surprises, ça donne plus de raisons même d'aller plus sur l'application, quoi. Et après, c'est la Google Sheet, c'est un outil colossal. C'est qu'aujourd'hui ils ont des fonctions qui sont, j'en découvre tous les jours,
Tu peux importer un flux RSS en temps réel sans aucun souci, tu peux rentrer des flux audio. Enfin, il n'y a pas de... Aujourd'hui, dans le spreadsheet, il y a peu de limites. Si Glide prend pas en compte les divs HTML, quand tu fais de l'intégration, par exemple, si tu voulais intégrer Calendly avec leur intégration ou une vidéo, les choses comme ça, aujourd'hui, Glide ne le supporte pas. Okay. Donc il y a des. Après on pourra parler des limites plus tard. Il y avait juste un truc parce qu'en fait que je voulais dire justement pour finir sur le truc du pricing parce que après j'ai un peu dérivé dans ma réflexion. Mais donc ce qui est cool je trouve c'est donc en gratuit t'as toutes les fonctionnalités. Exactement. Sauf le bouton payant. Non, il est maintenant. Ouais. Okay. Ils l'ont changé justement parce qu'à la base ils avaient mis 2 fonctionnalités qui étaient en pro qui étaient la géoloc et le bouton buy. Et ensuite ils ont changé et ils ont dit tout le monde a accès à toutes les fonctionnalités. Mais c'est la commission sur le buy qui est plus élevée, je crois, sur Stripe. Ça, c'est possible, effectivement. Ouais. Mais par contre, ce qu'ils ont changé, c'est qu'en gratuit, tu n'as droit qu'à 500 lignes dans ton Google Sheet. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup pour la plupart des gens. Et par contre, donc, tu payes pour 2 raisons. Avoir plus de lignes et le nom de domaine, évidemment. Ça, c'est le truc. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc hyper démocratique. Enfin, tu vois, on donne les fonctionnalités à tout le monde. Faites-en ce que vous voulez, et si vous voulez partir sur un truc plus pro, allez-y. Ouais. Mais là, ils ont sorti. Vas-y. Ouais, le Google Analytics, maintenant, qui est. Par contre, c'est que pour les pros. Que pour les pros. Ouais. Et l'intégration Zapier, qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Ouais, et ça, c'est que pour les pros ? Non, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. Mais c'est ça qui est leur grand coup de maître il n'y a pas longtemps, de pouvoir se dire que n'importe quel bouton pouvait automatiquement activer un Zapier. Et activer une intégration. Ouais, ça, c'est très Ils ont sorti aussi une fonction entreprise aujourd'hui, avec un pricing spécial. Alors, j'ai pas envie de me tromper sur les prix, mais je vois que c'est $8 par utilisateur par application, je crois. Okay. Et après, j'ai pas envie de me tromper, ce qui nous permet d'avoir un dossier, de pouvoir faire des applications et de pouvoir avoir des collaborateurs qui travaillent sur les applications en même temps. Et en fait, c'est un pricing qui est fait pour l'entreprise qui veut développer des applications et où il y a 3 ou 4 personnes qui vont travailler sur ces applications et une dizaine d'utilisateurs qui vont utiliser ces applications. Donc c'est sorti il n'y a pas longtemps et c'est leur ouverture sur en fait le marché, eux qui veulent essayer de conquérir et qui commencent à travailler, si je ne me trompe pas, enfin d'après leur site, je crois, avec la Uber, la NASA, etc. Donc ils ont commencé à avoir des grands comptes en tant que clients pour ça. C'est très intéressant parce qu'il faut que nous, c'est vrai quand on montre. Moi, je trouve qu'au début, il y avait vraiment un côté très B2C, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'adressaient vraiment en fait, leur marché, c'est le B2B. Ça, c'est intéressant parce que ça m'étonne pas du tout, dans un sens, nous, quand on le montre en entreprise, etc., les gens, ça leur parle grave. Ouais. Parce que dans les entreprises, ils ont tous des tableurs. Alors, pas forcément des Google Sheets, mais Excel, c'est très dominant, quoi. C'est le grand truc. Et là, quand on leur montre, c'est le template du trombinoscope, là. Ouais. Toutes les boîtes ont un trombinoscope, toutes les équipes ont un trombinoscope. Là, tu leur dis votre Google Sheet, là, tout triste, je vous en fais une app en 5 minutes, comme tu disais. Et ce sera joli. Et ça sera joli. Et plus ce sera actif. Et il y aura des fonctionnalités. Si tu appuies sur le numéro de téléphone, ça appelle vraiment. Enfin. Et du coup, à terme, c'est beaucoup de B2B. Enfin, j'ai pas envie de parler pour eux, mais je crois que je me trompe pas en disant ça. Non, mais ça m'étonne pas. C'est de plus en plus de B2B pour justement. Après, c'est normal aussi parce que ça rapporte plus d'argent. Ouais. Et voilà, c'est aussi à un moment, il faut aussi que tout le monde puisse en vivre de ça. Ok, ça c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas vraiment observé cet axe. Ouais, en fait, il y a l'axe de se dire, tu es une grande entreprise, tu veux développer des outils en interne, et il y a pas de souci, on a une offre pour toi. Tu as un dossier spécialement pour toi, tu peux avoir 4-5 collaborateurs qui travaillent sur les applications en dur, et après, tu peux avoir une vingtaine de personnes qui vont utiliser ces applications-là. Et du coup, aujourd'hui, ils font une offre spéciale pour ça. Ok. Et je les pousse pour ouvrir une offre éducation qui permettrait à des enseignants ou des personnes de pouvoir donner des accès à ces étudiants, à des élèves étudiants pour prendre en main ça. C'est compliqué, mais j'essaie de pousser le côté éducation, mais je crois qu'il n'y a pas assez de demande. Ouais, peut-être que ça viendra dans un deuxième temps. Ouais, bien sûr. Ok. Mais ils évoluent assez vite en termes d'évolution. Il y a une nouveauté par mois, une nouveauté par mois et demi. En fonctionnalité. Ouais, même si moi je trouve qu'il y a plus que ça. Ouais, mais c'est-à-dire que même si depuis janvier, ils ont sorti quand même pas mal de trucs, dont des gros trucs avec Analytics, Zapier, etc. Moi, je vais exagérer un petit peu, mais je trouve qu'il y a quasiment un truc par semaine qui sort, quoi. Tu vois, nous, on organise des ateliers d'initiation à peu près toutes les 2 semaines. Ça dépend, c'est un peu. Et donc, on fait toujours une démo de Glide, parce que pour nous, c'est vraiment l'outil qui représente le no-code. Il y a toujours des choses qui arrivent. Et à chaque fois, je découvre un nouveau truc, quoi. Il y a un mois, on a fait une démo à Station F. À la fin, il y a quelqu'un qui nous a demandé oui, est-ce qu'on peut mettre Google Analytics, etc. dedans. On a dit non. La semaine d'après, il le sortait, tu vois. Donc, c'est incroyable. Ouais. Et des choses comme ça, on voit tout le temps. Là, le bouton Zapier, comme tu disais, ça, c'est une fonctionnalité incroyable. Ouais. Pour expliquer plus précisément, donc c'est un bouton qui te permet de déclencher des apps, c'est ça ? C'est ça, exactement. Qui sert de trigger. Donc, dans Zapier, pour les gens qui connaissent pas Zapier, c'est un outil qui permet de faire de l'automatisation.
Et donc, par exemple, on peut dire quand quelqu'un appuie sur le bouton dans Glide, ça va lui envoyer un mail. Voilà, ça envoie un mail. Parce que par exemple, ça c'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans Glide. C'est ça, exactement. On peut. Non, aujourd'hui, pour le faire, on était obligé de passer du coup par Zapier et se dire dès qu'il y a cette colonne-là qui est rentrée, on envoie un mail à cette chose-là et du coup faire l'intégration. Il y a une nouvelle ligne dans mon fichier. Dans mon fichier spreadsheet, parce qu'il y a un formulaire qui a été envoyé, j'envoie un mail à. Et là, en fait, on peut dire la personne remplit ses infos. Et en fait, elle clique sur le bouton et en fait, Zapier va directement lui envoyer un mail. Ou alors, va déclencher si par exemple, on se dit, on a mis dans sa Google Sheet un lien vers un mail déjà tout fait dans son spreadsheet qui envoie le catalogue et qu'elle clique sur je veux recevoir le catalogue, elle clique dessus. Et hop, ça va lui envoyer directement le mail par Zapier du coup, ou par Gmail avec Zapier qui connecte la Google Sheet et Gmail, et du coup ça va lui envoyer un mail avec le catalogue où je veux m'inscrire à la newsletter, ça va lui envoyer un mail où ça va activer cette chose, où ça va tu peux imaginer plein de choses quoi. Dans Zapier, il y a 2000 applications. Donc, tu peux tweeter, tu peux faire énormément de trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire. Ça, c'est incroyable parce que du coup, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans les fonctionnalités de Glide, vraiment pour les gens qui connaîtraient pas du tout. Un peu du plus basique au plus complexe. Et ensuite, qu'on parle de deux choses, effectivement, il y a le spreadsheet en lui-même, parce que tout ce qui ne serait pas possible de faire dans Glide, potentiellement, peut-être tu peux le faire dans la spreadsheet, quoi. Et après, il y a un troisième niveau, effectivement, du coup, là, on a un petit peu abordé, qui, si tu peux pas le faire ni dans Glide, ni dans le spreadsheet, peut-être que c'est grâce à Zapier que tu vas pouvoir faire la dernière brique de fonctionnalité, quoi. Et de choses comme ça, c'est vrai. Alors, les fonctionnalités, est-ce que tu veux un petit peu énumérer, en gros, ce qu'on peut faire basique. Les fonctionnalités basiques, c'est avoir des photos, du titre, du texte, des images, des vidéos, des importations de flux RSS, de flux audio, une map avec des listes, des photos, des menus, des sous-menus, des catégories. Je crois que j'ai fait un tour assez large rapidement. Donc, en gros, il y a toujours une page de liste. C'est chaque onglet a une page de liste. C'est ça. Cette page de liste, elle peut s'afficher sous différents layouts. C'est ça, différents aspects avec soit une liste, soit une petite liste, soit un calendrier, une map, ou alors ce qu'ils appellent le détail. Ce qui est hyper intéressant, c'est justement avec le détail, quand on clique sur le détail, on compose nous-mêmes sa carte, on compose nous-mêmes sa page. Et il y a l'onglet, il y a le layout tiles. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer comment fonctionne. Ça, c'est des choses très visuelles. C'est déjà compliqué de l'expliquer aux étudiants. Mais il y a tiles, du coup, qui sont des espèces de petits blocs, soit des ronds, soit des carrés, soit des formats qui permettent d'avoir des côtés beaucoup plus visuels. Mais ça, je pense que de toute façon, pour aller aussi avec cet épisode, je ferai, comme on a fait pour Webflow, etc., une petite vidéo sur YouTube. Premier pas avec Glide, justement, parce qu'il y a des choses là, on les décrit, c'est vrai que c'est compliqué à s'imaginer derrière. Mais c'est vrai que c'est un outil. Non, mais pour les fonctionnalités, on peut dire que avec Glide, on peut faire soit une application qui s'occupe d'énumérer toutes les tâches qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine, ou les réunions, soit un calendrier avec les événements, soit un Trominoscom, comme tu disais tout à l'heure, avec les noms, les mails, etc. Soit une application de vente en ligne d'une boutique avec tous les produits, des catégories, etc. Soit une application pour une conférence, soit une application pour surveiller son argent, pour louer des choses. C'est vraiment cette notion de faire des listings, quoi. C'est ça. Des listes de lieux, peut-être, des listes de gens, des listes d'objets à vendre. C'est ça. C'est ça, ça fonctionne plutôt de ça que j'ai jamais vu sous cet angle-là. C'est vrai que c'est beaucoup de listes en fait. C'est ça, après c'est le côté tableur. Et ce qui est intéressant, c'est que les fonctionnalités, du coup, après dépendent des colonnes. Exactement. Parce que par exemple, si tu veux afficher une carte, il faut que tu aies au moins une colonne où il y a une adresse. C'est ça. Exactement. Tu veux mettre un bouton acheter, il faut qu'il y ait une colonne avec un prix, quoi. Et après, sur les grosses applications, tu te retrouves avec. Moi, la plus grosse, j'ai 18 onglets dessus. Avec beaucoup de choses, des liens de la catégorie, etc. Donc, c'est la plus grosse. Et combien de colonnes, par exemple, ce que tu sais. Et j'ai en tout. Je pense ou dans un onglet, le max de colonnes. J'ai 10-12 colonnes par onglet, et celle de la galerie, j'en ai 13-14, je crois. 18 onglets. Parce que sachant que donc, tu as quand même après une limite sur les menus que tu vas pouvoir mettre dans l'application. T'as aucune limite. Non. Après, c'est ton expérience utilisateur que tu veux donner. Tu peux mettre des boutons en bas, tu peux en mettre jusqu'à 6, mais bon, 6 c'est un peu beaucoup. Souvent, je conseille d'arrêter à 4 ou 5. Et après, t'as ton menu burger en haut à gauche qui te permet d'en mettre autant que tu veux. Mais en fait, sauf que moi, j'avais. Tu peux les mettre dans les pages aussi. Tu peux les mettre dans les pages, t'es pas obligé de les afficher. Exactement. C'est vrai. Donc en fait, tu peux te retrouver avec un nombre d'onglets énorme. Et en fait, tes onglets, par exemple, sur ta homepage, tu peux retrouver 5 onglets qui sont pas répertoriés autre part. Ça permet aussi de changer aussi ton expérience utilisateur et de réfléchir à ça. Mais en fait, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'onglets parce qu'avant, Glide a mis une
nouvelle mise à jour qui était la relation pour faire les catégories, les choses comme ça. Et à l'époque, ça n'existait pas. Alors ça, du coup, il fallait faire des lignes de code. Si tu veux expliquer un peu ce que c'est les relations, c'est pas évident, c'est un petit test de pédagogie. La relation, c'est, si je prends un exemple concret, si vous avez un catalogue de vêtements avec différentes catégories, la relation vous permettra de connecter tous les vêtements d'une catégorie ensemble. Et vous devez faire une boucle. Donc vous devez connecter les catégories avec les vêtements et les vêtements avec les catégories. Ce qui vous permettrait, en cliquant sur la catégorie que vous retrouvez les vêtements. Parce que donc, par exemple, les catégories, ça pourrait être t-shirt, pantalon, exactement. Et quand on clique sur t-shirt, on retrouve uniquement les t-shirts de notre catalogue. Quand on clique sur pantalon, uniquement les pantalons. Et si on clique sur le jean bleu 1950 à 17 €, et ben on va retrouver tous les autres jeans de la même catégorie, tous les autres pantalons de la même catégorie. Ça va permettre de faire des liens. Exactement, ça permet de faire des liens et faire des sous-catégories et des structures de menus aussi beaucoup. Donc de se dire on va faire un menu, donc on fait une boutique, donc on se retrouve dans les vêtements. Le vêtement nous amène à haut, bas, t-shirt, etc. On clique sur pantalon, on va se retrouver sur jean, chino, etc. Et quand on clique sur jean, on aura toute la liste des jeans possibles. Donc c'est ce côté-là. Et donc ça se fait via l'éditeur. L'éditeur de Glide, l'onglet. C'est ça, ça se fait par l'onglet data dans Glide qui te permet du coup de regarder son spreadsheet. Enfin, de regarder à quoi va ressembler, de regarder son Google Form. Son Google Sheet. Ça se fait par l'onglet data qui permet de regarder son Google Sheet d'une manière un peu plus jolie et esthétique avec Glide. Et à ce moment-là, il faut créer une relation. Enfin, il faut créer une colonne qui s'appelle relation, qui permet du coup on connecte la catégorie, etc. Mais cette colonne-là, elle est un peu tricky parce qu'on ne la retrouve pas dans le tableur Excel. Elle est uniquement dans Glide. Ouais. Ok. Ça c'est bon, après c'est un petit peu dans le technique. Mais effectivement, c'est ce genre de choses qui font aussi passer au niveau du dessus, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que si les gens peuvent faire des applications très simples, afficher des listes, mais les relations, pour moi, c'est la première fonctionnalité qu'il faut apprendre quand on apprend Glide et qu'on veut passer sur des apps un peu plus... Après, il y a les maths, il y a les choses comme ça, il y a les choses qui sont poussées avec... Ouais, alors justement, là-dessus, c'est intéressant parce que, donc, comme c'est un spreadsheet, tu peux mettre des formules dans les colonnes. Exactement. Donc je sais pas là-dessus, est-ce que tu as un peu des exemples de formules, des choses que... Ouais, tu peux aller chercher, on avait travaillé, et puis après j'avais pris en main un des templates que je trouvais les plus poussés, qui est celui de ce qui s'appelle Expense Reporter, donc qui est là où on veut surveiller son argent et combien on a dépensé dans le mois. Et donc en fait on se retrouve sur la première page avec une phrase automatique qui change en disant bonjour Stanislas, en janvier tu peux dépenser 1800, tu as déjà dépensé 1002, il te reste donc 600 €. Ensuite, avec une petite roue, donc un petit graphique avec là où tu avais dépensé ton argent, et un petit bouton qui te permettait de dire combien tu dépensais dans quelle catégorie, et du coup, qu'elle allait automatiquement baisser l'argent qui te restait disponible. Et en fait, tous les mois, tu pouvais aller changer combien d'argent tu pouvais dépenser, et surtout, tu pouvais mettre des limites par catégorie d'achat. Et donc, en fait, derrière, c'était juste une question de calcul avec trois tableurs, et du coup, un calcul qui allait chercher les informations dans un tableur, faire la somme, le total, etc. Et du coup, c'était vraiment un lien entre trois tableurs. Et ça, je l'ai pris en main, j'ai essayé de le refaire et j'ai bien mis 2 jours à essayer de trouver l'erreur que j'avais faite parce que ça ne marchait pas. Et en fait, ce qu'on disait au début, c'est que c'est un ordinateur, donc si votre nom d'onglet est pas bon, il ne comprendra pas. Donc c'est vraiment très... et donc là, les calculs se faisaient dans la spreadsheet. C'est-à-dire que Glide, il ne fait pas de calcul, il n'y a pas vraiment d'intelligence. Lui, il affiche juste les choses. Et il affiche et en fait, c'est ça. Et en fait, on lui dit, dans la spreadsheet, on met une phrase, on met « Bonjour Stanislas, ce mois-ci, vous avez... » Et là, on lui dit, tu vas chercher l'information dans la page truc, dans la page mois, avec le nombre d'argent dans cette colonne-là. Vous avez dépensé, là on lui dit tu vas chercher la somme de tout ce que tu as dépensé dans le tableur que vous avez dépensé, et il te reste, et là tu l'envoies dans une 3e page en te disant tu vas me faire l'argent du début que tu as, l'argent que tu as dépensé, ce résultat-là tu vas me le renvoyer dans la feuille. En fait c'est du gros calcul, c'est du petit calcul, mais c'est pas complexe, mais assez intéressant à prendre et à voir au moins une fois pour se dire ah ouais d'accord, en fait on peut aller vraiment très loin, et se dire qu'en fait on peut faire de la gestion de stock hyper poussée pour des boutiques, on peut faire plein de choses qui sont hyper poussées en fait. Non, c'est assez fort, et en plus je trouve que c'est malin parce que du coup Glide il s'occupe surtout de la partie visualisation et il laisse l'intelligence dans Google Sheet, des choses que les gens maîtrisent déjà. C'est les gens qui ont l'habitude de faire des formules, etc. Il y a des gens qui sont hyper balèzes en formules. Et c'est un vrai langage aussi. Et après, c'est un bon parti pris parce que aujourd'hui, Glide, leur serveur, ils affichent très peu de choses au final. Ils affichent leur template qui est pas très lourd parce qu'il n'est pas hyper chargé. Et toutes les images, toutes les vidéos, tous les sons, tous les fichiers lourds sont hébergés ailleurs. Donc ils n'ont pas à les charger, ça leur coûte pas. Et après, ils ont la puissance de calcul
de Google Spreadsheet. Ouais. Donc en fait, les applis pèsent rien, chargent très vite, et il y a un très bon... et on se balade bien dedans parce qu'en fait, rien n'est très lourd à charger. Ouais. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant aussi. Et il y a un truc que j'aime bien, donc ils ont un forum où ils animent leur communauté, et ils ont une catégorie qui s'appelle Spreadsheet Magic, je crois, un truc comme ça, où des espèces d'astuces. Et donc les gens postent des trucs qu'ils ont fait, et il y a des gens qui font des trucs de fou, quoi. Ouais, il y a des gens qui sont... Moi, par exemple, j'ai appris qu'il y avait une fonction Google Translate. Tu peux, par exemple, traduire dans une colonne, avoir un texte, et puis dans l'autre colonne, traduire dans une autre langue. Et donc j'ai vu des gens qui ont fait une application multilingue, quoi. Enfin, même un traducteur. Oui, intégré. Et il y a quelqu'un qui est même allé refaire un OS de téléphone, genre d'iPhone, avec Glide, avec un fond noir, avec des applis. Et en fait, tu peux faire du calcul, faire de la traduction, appeler, aller sur Facebook, etc. Un truc de démo, un truc de démo, c'était génial. Et, ça, il faudrait que je pourrais te donner le lien. Je le mette, ouais. Je l'ai retrouvé, et le truc est dingue, quoi. Le mec te refait un OS de iPhone sur une web application, quoi. Et ce qui est fou, c'est que du coup, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que lui, il l'a fait avec Glide, il n'a pas fait du code, il n'a pas fait je sais pas quoi, lui, il l'a fait avec Glide. Donc il y a juste tout le monde, des images et des ça formules. montre la puissance de ce qui est possible. Et on peut accéder à son spreadsheet à lui, par exemple ? Non, on peut pas accéder à son spreadsheet. En fait, dans Glide, on peut choisir ou pas si on veut laisser les gens accéder à leur spreadsheet. Et lui, il l'a pas. Lui, non, il l'a pas laissé ouvert. Et avant, tout c'était en accès. Maintenant, il faut que tu mettes ton mail pour avoir un code PIN pour te connecter. Parce qu'il y a une fonctionnalité aussi de Glide qui te permet de verrouiller ton application. Enfin, pas de verrouiller, mais de demander aux gens de rentrer leur adresse mail et pour ensuite qu'ils reçoivent un code PIN. Ça, c'est un peu, je trouve, mal fait. Je pense qu'ils ont voulu se simplifier la vie un peu. En fait, ils se sont évités le truc d'inscription. En fait, je pense qu'ils voulaient pas mettre ça en place. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a le shopping cart maintenant. Il y a le caddie de course qui est intégré maintenant dans Glide, où tu peux ajouter des éléments et un panier. Tu peux faire vraiment un site de e-commerce, c'est pas juste un bouton acheter, c'est ça. Mais le référencement n'est toujours pas présent sur Glide. Bon, alors parlons un peu des limites, justement. On a bien parlé un peu de tout ce qui est possible en vrac, mais alors parlons un peu des limites, parce que toi, tu as poussé vraiment Glide dans ses retranchements. Moi, les limites techniques de base, où il y a forcément un post par semaine sur la communauté que tout le monde demande, c'est l'analytics est arrivé, mais aujourd'hui, on n'a pas le détail exact de l'activité des personnes, et c'est dommage parce que ça nous permettrait d'affiner au mieux les applications et de pouvoir comprendre leur parcours. C'est ça, donc savoir sur quoi ils ont cliqué. C'est ça, et combien de temps ils sont restés sur les pages. Et sur quelle page ils sont allés. C'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas le détail. On sait que les gens qui sont allés sur l'app, mais pas sur les pages. Et après, il y a le référencement. Qui est lié d'ailleurs, en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que en fait, les pages n'ont pas d'adresse, n'ont pas d'URL. Donc c'est compliqué à référencer. Donc elles sont pas référencées. Et elles sont référencées aujourd'hui. Le référencement est activé et marche uniquement avec l'URL et le nom du site. La page d'accueil, quoi. Et la page d'accueil, c'est ça. Mais en fait, c'est sur le problème, c'est que comme Google veut un sitemap pour pouvoir faire du référencement et l'intégration, etc. Il n'y a pas de sitemap parce que c'est une web application. Et puis parce qu'il n'y a qu'une seule URL. C'est ça, il y a une seule URL qui ne bouge pas. Donc c'est le plus compliqué. Des places dedans. C'est ça. Donc ce sera, je pense, le plus compliqué pour eux d'essayer de trouver un moyen de pouvoir activer du référencement. Et en fait, aujourd'hui, c'est la limite aussi qui permet qu'il y ait beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup de référencement par rapport à leur site et qui ne veulent pas forcément perdre ce référencement. Et donc se retrouver avec Glide. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant pour du e-commerce, mais en même temps, c'est pas très intéressant. Parce que si on veut pas faire de publicité payante, etc. sur Internet, on aura peu de trafic si on fait peu de communication dessus. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire que aussi, des fois, ça peut compléter un site. Tu vois, tu peux avoir un site qui existe, qui est référencé, qui a différentes pages, et puis tu peux avoir une deuxième expérience. Comme on disait, c'est tellement simple à faire que t'as juste, tu proposes en plus l'application pour juste, je sais pas, la vente ou un truc comme ça. Oui, bien sûr. Et ça peut beaucoup. Moi, je trouve ce que hyper intéressant, c'est qu'il y a des sites qui aussi qui aujourd'hui peuvent avoir leur application mobile. Et avoir le site ou l'application mobile. En plus, comme c'est des web applications, on peut les installer sur le téléphone. On a l'impression que c'est des vraies applications. Mais c'est juste des pages web qui chargent. Donc on peut très bien se dire. Et après, je pense que c'est un outil de communication quand on marche sur des médias téléphones. Donc par exemple, si on est une marque et qu'on veut avoir une web application, on la met sur son Instagram, et comme ça, quand les gens vont cliquer dessus sur Instagram avec leur téléphone, ils vont tomber dessus et ils auront une expérience qui est mobile. Parce qu'aujourd'hui, le plus compliqué, c'est de communiquer sur des réseaux qui sont utilisés souvent sur ordinateur et se retrouver là-dessus. Alors que si on met ça en lien Instagram, les gens vont souvent sur Instagram avec leur téléphone. Et sur Twitter aussi, enfin, même Twitter, ça dépend. Il y a des bons moyens d'essayer de bien cibler sa communication pour avoir beaucoup de mobiles. Parce que c'est vrai que l'expérience est moins intéressante sur ordinateur. Elle est innovante, elle peut perdre. Moi, souvent, on m'a dit je suis arrivé sur ton site sur ordi, j'ai pas compris comment ça marchait, du coup, je suis parti. Il y a une. Alors je l'ai pas testé, mais il y a un outil qui s'appelle Sheet2Site qui permet de faire des sites à partir d'un Google Sheet. Et en fait,
je me dis, alors, je l'ai pas testé parce que ça m'énerve un peu parce qu'il n'y a pas de version gratuite. Ok. Alors je comprends, après, hein, le mec c'est un business model, lui il dit, Oui. bon, je vous fournis un service, vous payez. Mais c'est dommage de pas pouvoir l'essayer. Et c'est dommage qu'on peut pas l'essayer, quoi. Et je trouve que, mais je pense que ça serait une manière d'avoir les deux, en fait. D'avoir Glide C'est ça. en utilisant la même base de données, le même Google Sheet, la version mobile parfaite, super optimisée avec Glide, Et une version et puis une version qui en plus, à mon avis, est plus référencée pour le web avec c'est vrai. Sheet2Site. J'en avais entendu parler de Sheet2Site parce qu'il l'avait mis souvent dans le forum quand quelqu'un demandait est-ce qu'on peut avoir une version website de. C'est drôle qu'il y ait Et il y a souvent, je crois que c'est la même personne ou peut-être deux personnes qui disent oui, il y a Sheet2Site. Mais j'avais jamais cliqué dessus parce que je sais pas, je n'étais jamais allé, mais c'est vrai que ça existe. Ouais. Je pense que c'est un outil qui est pas mal utilisé. Hein, d'ailleurs, le mec qui l'a fait, il a été Maker of the Year sur Product Hunt et tout. Ok. Donc c'est un. Okay. Mais bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'à l'occasion, on va tester cette architecture quand on aura un projet qui le nécessitera et on fera un retour là-dessus. Ça peut être cool de regarder, du coup, de voir comment est-ce qu'on peut imbriquer l'un dans l'autre. Ouais. Je sais que celui qui m'a introduit, Damien, qui m'a introduit à GlideApp, il a réussi à intégrer il a fait un petit jeu et du coup il a son site. Et après, on peut voir son application Glide et quand on clique sur la photo, je crois que c'est une photo si je ne me trompe pas, ou alors faut que je reparle avec lui de ça. On peut retrouver directement l'application et son app. D'accord, ouais. Donc il a bien réussi à l'intégrer, c'était hyper agile. C'est malin à faire avec des liens et tout, comme tout à la fin n'est qu'un site web et une URL, on peut faire des trucs assez malins. Mais il y a des gens qui sont hyper inspirants, qui font des choses et tu te dis ça c'est hyper smart, c'est hyper intéressant, moi je vais faire un truc comme ça et du coup tu te lances un peu là-dessus. Ouais. Et c'est vrai ce qui est bien, c'est en fait ce qui est le grand point fort aussi, ça c'est la communauté, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Le fait que t'aies une question, tu puisses demander, qu'il y ait le Slack de contournement pour parler avec les gens qui utilisent Glide. Mais c'est vrai que en fait, c'est cette force aussi dans le code, c'est cette communauté qui répond aux questions et qui est hyper ouverte à beaucoup de choses. Ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de choses ? Ça, c'est un débat aussi. Peut-être qu'on pourrait avoir un jour. Voilà. Je discutais tout à l'heure de cette newsletter qui t'envoie un nouveau produit par jour, c'est bien, mais ça veut dire qu'il en existe beaucoup. Ouais. Même quand tu regardes des outils, il en existe énormément. Et nous, on se dit que là, c'est un peu justement, on est un peu dans le Far West du no-code, donc tout le monde sort des outils. Ça va aussi. Et puis il y en a, à mon avis, dans 2 ans, peut-être même dans 1 an, ils n'existeront plus. Et puis ça va filtrer un peu, mais c'est vrai que là en ce moment, c'est un peu sur Product Hunt, chaque semaine, un nouveau produit no-code et tout. Mais bon, c'est assez passionnant. Moi, j'aime bien justement comparer, j'essaie de faire vraiment une grosse veille et de comparer un peu les partis pris et les. Bien sûr. Tu vois, de dire, ok, bon, eux, ils se lancent, ça ressemble un peu à l'autre, mais il y a un petit twist. Il y a une différence où il y a un. Mais c'est intéressant parce que Glide, il n'y a personne qui les concurrence, quoi. Enfin, en fait, il y a un outil qui s'appelle AppSheet, qui est un peu ancien d'ailleurs, qui est connu, qui a été racheté par Google il n'y a pas très longtemps, qui historiquement propose des applis mobiles et qui permet d'importer des Google Sheets et faire une appli mobile avec. Mais c'est hyper compliqué. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. L'UX c'est pas bien fait. Et donc, mais c'est intéressant. C'est les seuls que j'ai trouvé qui fassent un tout petit peu le même truc, quoi. Mais je sais pas pourquoi il n'y a pas de concurrence. C'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence sur Glide en termes de produits. Soit parce que ils ont. Enfin, je sais même pas si ça se dépose, soit ils ont déposé un brevet par rapport à ça, mais je pense pas. Soit parce qu'ils sont déjà tellement gros qu'en fait, s'il y a un autre produit qui sort, les mecs vont se faire. Mecs ou les personnes. Ils ont pris un peu d'avance sur le. Ça sur ce concept-là. En fait, vous avez juste fait un Glide en moins bien. Et je pense que parce qu'ils sont très bons aussi. Ouais. Parce qu'ils sont les seuls à avoir ça, et surtout que ce que je disais tout à l'heure, ils sortent des trucs tout le temps, ils ont un forum, ils répondent beaucoup. Ils donnent d'eux-mêmes, hein. Moi je trouve ça impressionnant. Énormément d'eux-mêmes. Moi je connais plusieurs personnes qui ont eu l'occasion, parce qu'ils avaient des questions, d'avoir un call avec un des cofondateurs ou un truc comme ça qui les a aidés, je sais pas, à configurer un DNS, un truc comme ça. Ouais, ils sont bien dedans. Après, c'est le parti pris aussi qui est intéressant et qui font ce qu'ils sont, quoi. C'est qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe de Jack, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, qui fait du contenu et tout. C'est ça, qui fait du contenu et en fait, qui passe son temps aussi à répondre à tout le monde, à parler, à prendre des talks, à se dire, tu as une question, viens, on s'appelle, on discute, etc. Leur contenu pédagogique pour apprendre à utiliser Glide, je trouvais vachement bien fait. Ouais. Leur documentation et leurs vidéos, elles sont courtes, elles sont bien expliquées. Alors c'est en anglais, mais franchement, elles sont, je trouve, géniales, quoi. Ouais, et leur documentation est dingue aussi. C'est-à-dire qu'il y a, t'as toute cette doc qui est hyper précise. En plus du forum qui permet de t'expliquer de A à Z, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, non, après, t'en as pour 3 jours à tout lire et à tout comprendre. Mais tu vois, après, c'est comme tout, tu prends en main le tout, quoi. C'est ça, en fait, 3 jours, si tu penses bien, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme pour apprendre. S'il fallait apprendre à programmer, tu vois, l'équivalent pour faire ça, c'est pas le même. Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, leur doc est bonne et leur chaîne YouTube et surtout, moi, je trouve que leurs vidéos de promo sont assez top. Ouais. Enfin, après, tout le monde travaille aussi beaucoup sur ces vidéos promo.
Mais je trouve que les vidéos promo et quand ils annoncent leurs nouvelles features sur leur chaîne YouTube, sur Twitter, sur Instagram et tout, ils sont bons en motion design aussi. Donc ils mettent du cœur dans le motion et qu'ils mettent du cœur à t'expliquer qu'ils arrivent et qu'ils ont un nouveau truc qui va marcher pour toi, quoi. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que je les trouve vachement sincères, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment, tu sens qu'en face, t'as une équipe qui est dédiée, qui est motivée. Enfin, c'est vraiment. Et moi, je trouve, du coup, si on rentre là-dedans en termes de pricing, je trouve pas que le prix est cher. Enfin, aujourd'hui, c'est pour avoir son application en pro, par an, c'est 225 €. Plus du coup le nom de domaine que tu payes 10 € par an. 20 € par mois. C'est ça, et je trouve pas ça si cher. Après, si tu compares Total, si t'avais fait un site si t'avais fait une web application, je te parle pas du prix, ce serait autre chose, mais si t'avais fait un site sur WordPress, t'en aurais pour 70 € d'hébergement, 10 € de nom de domaine, donc 80, et 50 € de thème si tu payes un thème, donc 130 €. Donc voilà, je trouve que leurs pricing sont pas chers. Après, mensuellement, je trouve que c'est pas hyper cher non plus, je crois qu'ils sont à 25 € par mois quand tu prends mensuel. Je trouve qu'ils sont assez fairs avec les tarifs. Et après, sachant que tu peux faire plein d'applis gratuites, etc. Ça, surtout que tu as tout l'univers gratuit qui est dingue, quoi. Voilà, puis quand on a une vraiment à laquelle tu veux mettre un nom de domaine. Après, je comprends pas comment ils sont rentables. Enfin, moi, j'aurais limité à 20 applications par personne, peut-être en gratuit. Peut-être qu'ils le feront après. Peut-être que des fois, il y a des boîtes comme ça, au début, ils ouvrent tout, puis après, ils resserrent un peu. Mais déjà 20. Je crois que je n'ai même pas 20 de fait sur Glide. Ouais, parce qu'en fait, il y en a, tu les fais, tu testes, puis après, après, tu sais ça. Mais bon, après aussi, je pense que ça leur coûte pas très cher finalement, tu vois, que le fait qu'il y en ait beaucoup. Comme oui, parce que c'est que du fit. Données, Et surtout qu'en plus, si je me trompe pas, ils ne stockent pas, surtout qu'ils ne stockent pas en fait les données. En fait, j'étais. En fait, ils stockent quand même si jamais. Alors, par exemple, il y a la possibilité que les gens, par exemple, uploadent des photos dans ton application. Bah, ça, c'est eux qui les stockent. Non, c'est même pas eux. Bah, ils les stockent sur Firebase. Mais c'est eux qui payent cet hébergement. C'est ça, mais c'est du cloud, quoi. Mais en fait, ils sont entièrement en cloud parce que le Google Sheet, c'est Google qui héberge tout le Google Sheet. Donc en fait, leur chargement de pages et même de leur serveur, il sert juste à faire tourner l'algo ou l'outil. C'est ça qui fait ça. C'est clair, la synchronisation. C'est ça. Non, c'est assez fort. C'est assez agile en fait parce qu'ils te proposent plein de trucs. Même ils te font payer juste pour il faut hors de trucs, mais c'est hyper intéressant comme démarche. Ça se voit qu'ils sont bons techniquement, qu'ils délivrent, ce qu'ils font est très stable, vraiment une vraie qualité, quoi. Bon, on a abordé plein de points, enfin tout ce que j'avais prévu. Il y a une question un truc que je voulais que tu nous racontes un petit peu, c'est comment ça se passe pour être certifié. Donc, comment tu es devenu expert Glide? Alors c'était assez marrant. Enfin, je communiquais beaucoup sur la communauté et en fait, avant ils avaient fait, avant de ça, je suis rentré ce qu'ils appellent expert tout court, qui est des gens qui communiquent vachement parce que j'avais community expert, je crois, et certified expert. Voilà. Moi, j'étais rentré community expert parce que du coup, je passais beaucoup de temps à répondre aux gens, à discuter. Et c'est eux qui t'ont proposé, genre à un moment, ils ont dit toi, comment ça s'est passé? Je sais même plus. Okay. Je crois que ça s'est fait naturellement. Je crois que ça s'est fait. Non, je crois que ça s'est fait naturellement. Je discutais avec Jack un peu, et puis à un moment, il m'a proposé. Ils nous ont rajouté sur un espèce de petite application qui s'appelait expert.glide app. Et je crois qu'on pouvait postuler pour être community expert, à force de gens, etc. Et du coup, je suis passé là-dessus et je suis resté. Et je discutais beaucoup avec Jake et avec David sur le forum, et j'ai aidé plein de monde et j'ai fait des choses. Et à un moment, j'étais avec Jack au téléphone, enfin je sais plus, par l'application de visio, on était en chat en train de discuter. Et je dis oui, ça m'intéresserait de discuter avec David pour voir les opportunités pour devenir certified expert. Parce qu'à l'époque, ils avaient une page qui expliquait que pour être certified expert, il fallait faire un mail à l'adresse en demandant d'être certifié expert, en mettant en copie. C'était un peu brouillon. Parce qu'il fallait mettre en copie des gens que t'avais aidé. avec des phrases d'eux et leur expliquer comment tu les avais aidés. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Je voyais pas trop comment amener ça. Et du coup, j'ai parlé avec, je crois que c'était le 7 janvier, si je dis pas de bêtises, j'ai parlé avec David, le grand patron. Le 7 janvier, on a beaucoup discuté, je lui ai présenté toutes les applications que j'avais faites, on a regardé, il a dit qu'il avait vu pas mal de mes réponses, et du coup, il avait dit qu'il me certifiait avec grand plaisir. Ok, d'accord. Et il a regardé, du coup, il a posé des questions. En fait, c'est vraiment un showcase, et j'ai montré 6-7 applications. Et il m'a expliqué comment ça marchait, il m'a posé 3 questions, on a un peu discuté de Glide, mais c'était vraiment express, quoi. C'était 10 minutes, parce qu'il m'a dit j'ai pas le temps. Et après, du coup, on a beaucoup discuté du pricing, des choses, de leur vision, etc. Et voilà. Et après, Jake m'a ajouté dans la boucle, etc. Parce que je me souviens effectivement de ce post là où il expliquait qu'est-ce qu'il fallait faire, et je crois que c'est ça, tu devais avoir 3 personnes qui t'avaient aidé, qui témoignent, en gros, un peu pour toi. Tu devais avoir un certain nombre d'applications. Et après, leur faire un mail. Et compiler tout ça, et faire une espèce de candidature. Ouais. Mais c'est intéressant, mais ça m'apporte pas forcément plus de contrats entre guillemets. Parce que du coup, t'es sur le site,
il y a ta photo, c'est ça Ouais, c'est ça, il y a mon photo sur le site, il y a des gens qui me contactent parfois. En fait, normalement, quand tu es expert certifié, il faut que tu bookes des calls, et le fait que tu bookes des calls, les gens doivent prendre $20 tu dois prendre $20 sur chaque call que tu fais. Okay. Quand t'es expert, c'est leur règle. Sauf qu'en fait, je suis pas pro sur Calendly. Du coup, je peux pas booker les filles. Mais du coup, j'ai des gens qui m'appellent, qui me posent des conseils. Et moi, j'ai du mal à faire payer des gens pour 20 minutes de Skype ou de Hangout, quoi. Je me dis, normalement, si tu leur apportes de la valeur, si tu les débloques et tout, c'est. Ah, je sais. Comprends, tu vois, mais je me dis, le mec, bon, après, je sais pas, après, les gens me posent des questions, et du coup, souvent, ça dure 10-15 minutes, quoi. Je me dis, bon. Mais ça, c'est un truc, je trouve, assez américain. Eux, ils ont aucun mal là-dessus, tu vois. Tu 15 minutes avec quelqu'un, hop, il te fait, même si c'est 10 euros, 20 euros. Et moi, je me dis, voilà. Et généralement, j'ai aidé un mec juste à faire, ça m'a pris 10 minutes à débloquer un truc. Il me dit, oui, donne ton PayPal, je te paye $100 et tout. Je suis en mode genre, non, mais j'ai passé vraiment 10 minutes à faire ton truc. Ouais, c'est mais pas grave. C'est 10 minutes d'expertise. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça qui a de la valeur. Hein. Mais bon, enfin, c'est bien aussi de pas faire payer forcément, mais quand t'as l'occasion, je trouve que c'est vrai aussi. Parce que lui, ça se trouve, c'est 4 heures que tu l'as fait économiser. Ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Cette vision-là, c'est pas faux. Mais voilà, et du coup, j'ai jamais rencontré, mais je crois qu'on a un rendez-vous en avril, je crois, d'experts certifiés. Enfin, on a un Skype d'experts certifiés en avril. Parce que j'ai jamais rencontré les gens. Je sais qu'il y en a un à Londres, et en Europe, c'est tout. Okay. Après, ils sont aux États-Unis, en Inde. Aux États-Unis. Il y en a pas beaucoup encore sur la page. Il y en a 7-8. Ouais. Mais il y en a, en fait, il y avait les 7 mêmes depuis très longtemps. D'accord. Je crois que je suis le 8e, si je me trompe pas, le 9e. Ok, oui, donc c'est. Ouais, et les gens sont restés depuis assez longtemps experts, ils ont fait des choses intéressantes en application. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir les applications qu'ont fait les experts. Toi, en tant qu'expert, tu vois les applications? Non, tout le monde peut voir. Quand on clique sur la fiche, il y a un petit bouton avec marqué plus d'informations. Ah, ok. On peut voir sa template, on peut voir toutes les applications qu'il a faites. Enfin, toutes les applications, une partie des applications qu'il a faites. Ok. Et du coup, c'est intéressant. Ouais. Il y a des trucs. Tu peux faire un profil qui te met en avant. Ouais, c'est ça. Et tu peux voir un peu le travail. Ça, j'avais pas vu. C'est bien pour les gens, du coup, là, qui écoutent, qui peuvent aller voir. Sur la catégorie, ouais. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Ça fait un épisode bien dense. J'ai. Deux petites questions pour terminer. Qu'est-ce que toi t'attends comme fonctionnalité là, que t'espères qu'ils vont sortir ou que tu sais qu'ils vont sortir, ou enfin un peu là dans les semaines? On disait ils ont chip beaucoup, mais qu'est-ce que toi tu... Moi j'attendrais ce que je pourrais attendre, ce serait je pense le SEO et l'analytics poussé. Okay. Ça pourrait être intéressant qu'ils développent un système de petite marketplace où on puisse trouver des templates et justement sur un peu de vente de templates, un peu comme les plugins avec WordPress. Okay. Ça pourrait être intéressant. Ouais, je sais pas après j'essaie de réfléchir. Toi, il y a des templates. Les trucs qui te manquent. Après, ce qui manque beaucoup, c'est le référencement. Ouais. C'est le référencement. Okay. C'est peut-être le fait d'avoir des petits boutons, de pouvoir peut-être ajouter des petits boutons sur la page, un peu en volatile, et qui apparaissent sur toutes les pages, genre un petit plus qui sont un peu partout, des choses comme ça. Ok. Et peut-être, j'essaie de réfléchir. Ah si, il y a un bouton français-anglais. Faire de la traduction. Et pouvoir que tout est. Et que t'as un petit drapeau, tu cliques en français, en anglais, et que tout ton site, ça traduit en anglais directement. Okay. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tenter de le faire, mais c'est toujours un peu mal fait. D'accord, oui, c'est du bricolage. Ouais, c'est ça, c'est du bricolage. Avec des colonnes qui vont contenir les textes. En fait, et alors que là, ce serait incroyable qu'il y ait juste un bouton, tu cliques dessus, ça passe sur toutes tes sheets qui sont en anglais, et puis basta, quoi. Ça, ce serait vraiment cool. Ça va pouvoir avoir plusieurs langages sur un même site. Ce serait incroyable. Ouais. Ça, après, peut-être de pouvoir connecter ça à des... Ah si, il y a les notifications. Ah oui, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Parce que j'étais en train d'essayer de réfléchir aussi, moi, qu'est-ce que j'aimerais. Les notifications, ça... Mais c'est compliqué avec les web apps, les notifications. En fait, le problème... Il y a quelques notifications déjà sur Android, il me semble. Par exemple, sur les commentaires. Je crois que quand tu laisses des commentaires, ça fait des notifs. Ah, okay. Mais par contre, ça marche pas sur iOS. Parce que Safari, pour l'instant, il n'utilise pas les notifications. Ouais, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que... Mais les notifications... c'est vrai que tu puisses déclencher des notifications quand il y a... Envoyer des pushs, ce serait top. Ouais, ça serait incroyable. Ouais. Et et après, c'est tout, je crois. J'essaie de réfléchir. C'est déjà pas mal. Puis moi, ce que j'aime bien, justement, c'est que, en fait, des fois, ça fait des surprises. C'est-à-dire, tu vois une nouvelle fonctionnalité, tu n'y avais pas pensé, tu te disais pas que tu en avais besoin. En fait, c'est top. Et ça te débloque et tu te dis, putain, mais maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire ça, ça et ça aussi, quoi. Tu vois, ça te donne des idées, ça stimule ta créativité, quoi. Et après, peut-être des tiles. Enfin, les tiles, c'est le ratio de comment afficher, peut-être des trucs un peu plus marrants. Parce que c'est vrai qu'il y a des ronds, il y a des côtés carrés, etc. Mais peut-être pouvoir un peu... Visuellement. Visuellement. Ouais, ça, c'est vrai que... Moi, j'aime bien, dans un sens, qu'on soit très contraint.
sur le côté visuel, parce que moi par exemple je suis nul en design, donc j'ai pas à me poser de questions, je choisis les trucs et puis mais c'est vrai que j'aimerais qu'on puisse aller un tout petit peu plus loin des fois, par exemple choisir sur les couleurs peut-être. Là aujourd'hui, donc là tu choisis une seule couleur, c'est ça, et tout est décliné. Et souvent il te la veut pas parce qu'il te dit que c'est trop clair et du coup que les gens la verront pas à l'œil nu, c'est vrai, et en du plus, coup et il te fait attention, tu n'as pas le droit d'utiliser cette couleur, ou non, tu déconseilles. Mais pour le coup c'est pas mal, tu choisis juste une couleur principale et puis tout est décliné, donc après tout est tu la vois que en bas en harmonieux. fait, et dans le menu. Il y a quand même quelques, suivant les thèmes que tu prends, ils sont la couleur est plus ou moins présente, c'est vrai. pour les liens et tout, mais et après boutons... et après des boutons qui te renvoient vers des pages, tu vas justement faire de la connexion de pages hors relation. Il n'y a pas ça, des boutons, t'as des actions navigate, un truc comme ça, je crois. Je crois, j'en ai pas link to page ou je sais pas trop. J'en ai pas trouvé des biens ou des jolis. Non mais tu vois, je me disais des petits boutons un peu. Qui soient pas que le bouton standard. C'est ça, qui soit pas le bouton standard en fait. Tu vois, des petits trucs. Et je me dis, et c'est pouvoir peut-être designer un peu la sidebar en bas pour un côté un peu plus UX. Tu vois, je me dis avoir deux petites, des 5 icônes, deux petites à droite, deux petites à gauche, et une un peu plus qui sort un peu au milieu pour avoir la page home ou tu vois. Travailler, parce qu'il y a un problème aussi de Glide, c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Quand tu fais des petits carrés, moi maintenant je mets des petits émoticônes en mode appuie dessus pour que les gens aient le réflexe d'appuyer dessus, parce que sinon les gens n'ont pas forcément ce réflexe-là. Donc c'est vrai que l'UX, il faut connaître l'application pour la prendre en main, et je pense qu'il y a un petit travail à faire peut-être sur l'UX. Ils avaient fait à un moment un petit système avec les tiles qui bougeaient un peu quand on cliquait dessus, mais qu'ils ont retiré parce que c'était un peu trop visuel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est toujours les mêmes un peu choses, donc ça peut être marrant de changer la couleur des icônes, pouvoir travailler là-dessus, peut-être changer la forme, etc. Mais bon, là on rentre un peu dans j'allais dire plus dans du Adalo que dans du Glide. C'est pour ça aussi. Il y a des choses que je pense qu'ils vont continuer à améliorer. Enfin, déjà, quand ils ont permis de changer les ratios des images, combien t'en mets par ligne. Les ronds maintenant qui sont rentrés, qui sont hyper intéressants. Ça, c'est chouette, Ok, bon, écoute, hyper cool. Dernière question qu'on pose à chaque fois à tous les gens qui passent par le podcast. Est-ce que t'as un side project ou est-ce que si t'en avais un, qu'est-ce que ça serait, tu vois, un side project que tu ferais avec Glide, mais tu vois que tu maintiendrais toi, quoi, pas pour un client ou pour une idée comme ça. C'est une très bonne question. J'y ai pas forcément pensé. Moi, je suis pas très. Enfin, je bosse un peu j'œuvre dans l'entrepreneuriat avec ma boîte, mais je suis pas très idée de projet ou choses comme ça. J'aime bien les faire pour les gens. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont des très bonnes idées, donc je suis content de les faire, les avancer là-dedans. Une idée de projet, je crois pas. Pas très side project. Pas très side project. En fait, j'essaye de mener à bien celui que je fais en ce moment avec ma boîte, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas de projet à côté. J'essaie de réfléchir sondément mémoire, mais non, j'ai pas de side project. Désolé. Pas de souci. Toutes les réponses sont acceptables. Ok, super. On va s'arrêter là. C'est déjà bien rentré dans le détail de Glide, mais je trouve que c'est cool parce que ça a le mérite, même si on est parti un peu dans tous les sens. C'est un outil qui est tellement passionnant. Non, mais moi aussi. Et puis de toute façon, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a quand même bien expliqué ce que c'était, ce que ça faisait, et on a commenté un petit peu tout ça, donc c'est hyper intéressant. Si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, alors. C'est bon, parce que j'ai une petite histoire là-dessus, parce que avant mon Instagram était perso et des étudiants sont tombés dessus, j'étais en public et donc maintenant je l'ai nettoyé, donc maintenant tout le monde peut m'ajouter sur Instagram et il est beaucoup plus pro. J'ai changé, je crois que c'est Stan Verjus, V-E-R-J-U-S, et sinon sur Twitter. Ok. Assez actif dessus. J'essaye de plus en plus d'être actif. Avant j'ai été plus quand je regardais les choses et pas trop pro. Et maintenant j'essaie plus de tourner mes réseaux en mode pro et d'avoir un peu d'interaction avec J'ai l'impression que je trouve que sur Twitter il y a des trucs assez chouettes sur le no-code. Il y a pas mal d'échanges, pas mal de choses qui se passent. Mais je communique pas énormément dessus. Sur mes trucs no-code là-dessus. Mais j'essaie de suivre un peu les actus et je passe un peu de temps. Après j'ai beaucoup de choses aussi dans mon Twitter, donc j'essaie de pas trop perdre la ligne. J'ai pas Twitter pro, enfin j'ai un Twitter global, je tweete très rarement à la première personne en racontant ma vie. Sauf là, j'en ai fait parce que j'étais avec des projets avec des étudiants et je trouvais ça cool. Je fais beaucoup de retweets et des choses comme ça. Documenter un peu. Mais c'est ça. Mais je fais pas encore de bonne veille, des choses comme ça. En fait, je me dis qu'en fait, il y a des gens qui le font hyper bien. C'est clair. Donc en fait, j'apporterai rien à ça. Donc c'est vraiment un jour, j'ai envie de faire un trade pour raconter moi comment je vis le code, etc. Why not? Mais faire de la veille, je laisse ça à des gens qui le font et qui ont la passion de le faire. Parce que j'ai pas envie de le commencer, rentrer dans un truc et que j'arrête ça au bout de ce mois. Et puis comme on a tous fait déjà. C'est ça, les gens le font, ils le font très bien. Et je préfère repartager ce que les gens font. Et justement, pourquoi pas l'amener à un autre public que le faire et le faire moins bien qu'eux. Ok. Voilà. Ça sera le mot de la fin. C'est ça. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut.